Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. L'appel des maires de Bretagne, rejoint par des élus du littoral atlantique. Ils ne veulent pas attendre le mois de juin pour retrouver le bord de mer. La Bretagne étant épargnée par l'épidémie, ils demandent à rouvrir les plages dès le 11 mai. Nous serons sur place. À quoi servent les tests alors que notre pays s'est lancé dans une logique de dépistage massif? L'une des méthodes interroge, celle des tests sanguins. La Haute Autorité de Santé doute de leur utilité. Explication dans ce journal. 47e jour de confinement en France, c'est l'état d'urgence sanitaire prolongé jusqu'au 24 juillet. Décision actée aujourd'hui en Conseil des ministres. Une autre mesure examinée divise, celle d'un fichage des malades et des personnes qui ont été en contact avec eux. Dans ce journal également, lumière sur les héros de l'ombre des hôpitaux. Ils sont blanchisseurs, agents d'entretien, éboueurs, reportage à leur côté au CHU de Nîmes. Et puis c'est l'une des multiples inconnues qui nous préoccupe. À quoi ressembleront nos vacances d'été? Nous devrons très certainement les passer en France. Alors tout le week-end, nous vous donnons des idées d'évasion méconnues. Après le Cotentin, la France secrète du Var. Ils ne veulent pas attendre le 2 juin pour avoir à nouveau accès aux plages. En Bretagne, où les 4 départements sont verts, selon la nouvelle carte de France du déconfinement, élus et habitants se mobilisent pour que le bord de mer rouvre dès le 11 mai. Depuis 48 heures, chacun planche pour trouver des solutions. Antoine Magnan, Tara-la-Goutte. Ils en sont éloignés depuis 6 semaines, mais les Bretons tiennent plus que jamais à leur plage. Depuis quelques jours, des tweets d'élus, des pétitions ou des mots-clés fleurissent sur Internet. Même des banderoles ont été déployées sur le littoral. Toi qui disais qu'on allait passer les 4000 monde à midi, je pense qu'on va passer les 5000 ce soir. Parmi les initiatives, cette page Facebook, créée il y a quelques jours seulement par ces 4 amoureux des côtes finistériennes. Et là, on nous annonce une date. Maintenant, on nous dit que ça sera peut-être le 1er juin, voire le 24 juillet. Et donc là, les gens, ça devient insupportable parce qu'ils trouvent que c'est une atteinte aux libertés. Nous, en fait, la mer, dans le Finistère ou en Bretagne, c'est vraiment un élément important pour vivre. Ce n'est pas un élément de vacances pour nous, c'est quelque chose qui nous fait vivre. Les élus bretons se mobilisent également. Maires, présidents de départements ou de régions, tous demandent la réouverture des plages. Hier, un courrier est parti au Premier ministre pour dire que notre incompréhension. Le 11 mai en France, on pourra aller dans les parcs, les jardins, les forêts, les sentiers, des sentiers ici, mais pas sur le littoral. Et je crois qu'il est temps de pouvoir ouvrir ce littoral. Dans la commune de Plougonvelin, à l'extrême ouest du Finistère, le gérant de cet hôtel est inquiet. Le bar de son établissement a l'habitude d'accueillir des clients à la sortie des plages. C'est pas une région où on est collés les uns sur les autres quand on est à la plage. C'est vrai qu'il y a de la place. Qu'il y ait des restrictions, oui, on l'entend, mais de là à tout bloquer, c'est vrai que c'est un peu surprenant. Professionnels du tourisme, passionnés de sport nautique ou simples promeneurs, c'est toute la Bretagne qui commence à se mobiliser et espère pouvoir profiter même partiellement de ces plages le plus rapidement possible et pourquoi pas dès le 11 mai. Laisser les élus locaux décider, c'est ce qui se passe en Espagne. Le pays, après avoir mis en place le confinement le plus strict d'Europe, se rouvre peu à peu et depuis aujourd'hui, les maires peuvent décider de la réouverture des plages. C'est le cas à San Sebastián, au Pays basque espagnol. Guillaume Ployer, François Resbeut. Un vent de liberté souffle à nouveau sur les plages de Saint-Sébastien. Comme ailleurs en Espagne, leur accès était interdit depuis le 14 mars dernier. 25 degrés à la mi-journée, les habitants de la cité basque peuvent enfin renouer avec leurs habitudes. C'est la première fois qu'on descend à la plage. On est venu se promener en haut, mais on n'était pas descendu et on avait le besoin de voir le sable, de toucher le sable et de se mettre dans la mer. C'est vrai que passer sur la promenade tout près et ne pas pouvoir descendre sur la plage, ça a été vraiment difficile. Sur le front de mer, la police veille au bon respect des règles. Car pour limiter l'afflux, des tranches horaires et des catégories d'âge ont été établies. La promenade et l'activité sportive sont autorisées de 6h à 10h du matin. Le créneau suivant est réservé aux plus fragiles. Entre 10h et midi, ce seront les personnes de plus de 70 ans qui vont sortir et qui vont pouvoir se promener. Et après, c'est le tour des enfants avec les familles. Depuis près d'un mois et demi, les familles étaient confinées, les enfants ne pouvaient pas sortir. Donc ça devenait un peu compliqué. Il s'agit de la première phase de déconfinement en Espagne. Ici, aucune attestation de déplacement n'est nécessaire.
Mais comme en France, les sorties doivent s'effectuer à 1 km maximum du domicile. C'est fondamental de pouvoir sortir à nouveau pour nous tous. Ici, c'est une ville tournée vers la mer. Et retrouver la plage, ça permet de nous oxygéner après tant de jours de confinement. Les parcs de Saint-Sébastien ont eux aussi rouvert aujourd'hui. Les terrasses des bars et restaurants pourront en faire autant à partir du 11 mai, sans dépasser 30% de leur capacité d'accueil. En France, pour le 3e jour consécutif, le directeur général de la Santé vient de présenter ce soir la carte des départements sur laquelle s'appuiera le plan de déconfinement. Rien ne change par rapport à hier. Alors votre département est rouge ou vert, qu'aurez-vous le droit de faire? Annie Bazar, Sophie Hernandez. Se déplacer librement, reprendre son travail ou le chemin de l'école après le 11 mai. Voici les questions qui reviennent le plus souvent. Moi, j'aimerais savoir si on peut passer du coup d'un département rouge vers un département vert. Les déplacements entre les départements rouge ou vert seront possibles sans attestation à moins de 100 km de votre domicile. Au-delà, seuls les motifs professionnels ou les motifs familiaux impérieux, comme les obsèques, seront autorisés. Je voudrais savoir quels sont les critères exacts pour déterminer les zones rouges et les zones vertes. 2 critères sont retenus. La circulation du virus, autrement dit le nombre de nouveaux cas par semaine, et les capacités hospitalières en réanimation. Cette carte peut évoluer jusqu'au jeudi 7 mai, date à laquelle on saura si le déconfinement pourra démarrer au 11 mai. Au niveau de la reprise du travail, quelles seront les différences qui seront appliquées entre un département qui sera classé rouge ou un département qui sera classé vert ? A priori, aucune différence. Le Premier ministre souhaite que le télétravail se poursuive lorsque c'est possible, au moins pour les 3 prochaines semaines, pour limiter les contacts et le recours au transport public. Est-ce que les écoles vont rouvrir le 11 mai dans les zones rouges ? Le gouvernement continue d'affirmer que les écoles primaires rouvriront sur tout le territoire. En revanche, les collèges resteront fermés jusqu'à nouvel ordre dans les départements en rouge. Je souhaiterais savoir si on pouvait organiser des leçons de fitness à l'extérieur, à Paris, en zone rouge. Eh bien oui, en zone rouge et en zone verte, mais pas plus de 10 personnes à la fois. La ministre des Sports précise qu'il faudra tout de même continuer à respecter les règles de distanciation. Et en plus du rouge et du vert, une 3e couleur est présente sur la carte, le orange. C'est le cas du Loiret. Que signifie cette couleur pour les habitants? Comment faire pour ne pas virer au rouge? Michael Guilleux et Michael Merle se sont rendus à Orléans. Sur les chemins du Loiret, cet agriculteur croisé dans son champ semblait davantage s'intéresser aux conditions du déconfinement qu'à la couleur de son département. Je me conforme à ce que le gouvernement dit. Point final. Après, s'ils estiment que c'est orange, c'est orange. Si c'est rouge, c'est vert, c'est vert. J'aimerais bien être en vert, forcément, comme tout le monde. Et si on ne veut pas sortir, c'est qu'on n'a pas le choix. À Orléans non plus, on ne sort pas. Mais si les rues sont vides, les esprits sont encombrés par une question. Le Loiret, aujourd'hui orange, penchera-t-il du bon côté? Ça fait un peu peur quand même, parce qu'on ne sait pas si on va basculer dans le rouge ou dans le vert. Et on se demande un peu à quelle sauce on va être mangé derrière. Pour l'instant, on ne peut prendre aucune décision par rapport à la couleur de notre département, par exemple. Il faut attendre. Il faut attendre puisqu'on ne sait pas. Les passants rencontrés ce matin, très informés sur la propagation du virus, ont conscience de l'entre-deux dans lequel se trouve leur département. J'imaginais pas que ce soit ni vert ni rouge, donc orange, ça me semble une position qui correspond à la réalité. Après, pour mettre une nuance sur une carte, ça me semble plutôt une bonne chose. Dans les villes et villages, tous espèrent un déconfinement plus large et chacun en connaît le prix. C'est comme un match de foot, il y a un règlement, il faut le respecter. Et là, pour sortir, c'est pareil, si on ne respecte pas le règlement que le gouvernement nous donne, on ne pourra jamais sortir. Sous les yeux de cette vendeuse de tissus, Plutôt dans le bleu, dans les jaunes? Dans le bleu, pour fabriquer un masque. les habitants du Loiret se préparent. Depuis que j'ai réouvert, on voit beaucoup de personnes qui viennent pour fabriquer leurs masques. Ça devient essentiel et c'est important que ce soit comme ça. La première réponse à leurs efforts viendra le 7 mai, date à laquelle la couleur orange doit disparaître de la carte de France. C'est l'un des outils du déconfinement d'ici au 11 mai. En principe, chacun d'entre vous aura pu se procurer
un masque. C'est pourquoi ils sont vendus dans les supermarchés à partir de lundi. Masques en tissu et masques chirurgicaux, et cela ne plaît pas à tout le monde. Après avoir eu tant de mal à s'en procurer, les soignants sont vent debout. Face à la polémique, le ministre de la Santé a réagi aujourd'hui. Marine Brossard, Olivier Steinbach. Pour équiper les Français en vue du déconfinement, le gouvernement a autorisé leur vente en grande surface. Des masques chirurgicaux y seront donc vendus dès lundi. Une annonce qui irrite les professionnels de santé, approvisionnés au compte-gouttes depuis le début de la crise. Le stock de masques de la semaine. 12 masques chirurgicaux pour tenir 7 jours. C'est la dotation à laquelle a droit ce médecin généraliste. Mais il lui en faudrait 2 fois plus pour être protégé. Alors il ne comprend pas que les supermarchés en vendent. Nous demandons à ce que ces masques soient affectés impérieusement et de façon prioritaire aux professionnels de santé. Dans un communiqué commun, médecins, kinésithérapeutes, infirmiers ou encore sages-femmes s'interrogent. Pourquoi ces masques dont disposent les supermarchés ne leur ont pas été distribués au cœur de la crise? Réponse des grandes surfaces, ils ne les avaient pas. Il n'y a pas de stock caché, il y a simplement des commandes qui ont été faites. Les stocks aujourd'hui sont extrêmement limités, de quelques millions par enseigne. À partir de lundi, nous avons l'autorisation de les vendre, comme les pharmacies. Cet après-midi, le ministre de la Santé a souhaité mettre fin à la polémique. Si demain, il advenait que nous manquions de masques soignants à destination des soignants et des personnes malades ou vulnérables, je tiens à rappeler qu'il existe un procédé qui s'appelle la réquisition, qui me permet de réquisitionner toute quantité de masques au-delà d'un stock de 5 millions. Ce soir, le gouvernement annonce que dès le 11 mai, 100 millions de masques seront distribués gratuitement aux soignants chaque semaine, contre 45 millions aujourd'hui. Et si le masque est l'objet d'autant de tensions, c'est parce que pendant des semaines, il a fallu gérer la pénurie. Son port devenant finalement indispensable, la question du stock est dans toutes les têtes. État, entreprise, grande distribution, état des lieux avec Justine Corbillon, Lucas Ajdela et Bruno Poisson. Qu'il soit en tissu ou chirurgical, et sachant qu'il faut en changer toutes les 4 heures, on estime qu'il faudra, après le confinement, 800 millions de masques chaque semaine pour que tous les Français puissent s'équiper. Alors y en aura-t-il pour tout le monde? Première source pour avoir des masques, la production nationale. Aujourd'hui, la France produit chaque semaine 20 millions de masques chirurgicaux dans ses 4 usines et 15 millions de masques grand public en tissu. On est donc loin des 800 millions et c'est pour cela qu'il faut importer. Tout ça, c'est des masques. Nous avons pu nous rendre dans l'un des principaux entrepôts de stockage de l'État. Ici, on réceptionne des millions de masques commandés à l'étranger. Ceux-là, ils arrivent du Vietnam. La France importe chaque semaine 100 millions de masques chirurgicaux pour les personnels de santé et 20 millions de masques en tissu réutilisables. Ce sont ceux-là qui viennent d'arriver et que l'État va distribuer gratuitement à 3 secteurs prioritaires. La fonction publique, ça c'est notre responsabilité d'employeur. L'éducation nationale et notamment les enfants, ça c'est notre responsabilité d'éducation. Et un contingent réservé aux préfets et aux maires pour les personnes les plus vulnérables financièrement. Mais le but est de devenir moins dépendant de l'étranger. C'est pour cela qu'une toute nouvelle usine de production est en cours de construction en banlieue parisienne. Un chantier lancé par un entrepreneur franco-chinois. On a fait un hôpital en 7 jours en Chine. Et ben nous on dit on voudrait faire ça en 2 semaines à l'usine des masques en France. On a commandé des millions et des millions de masques à la Chine. Il faut attendre le délai, il faut dédouaner, il y a le prix du transport. Pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas le mode opératoire chinois, ici chez nous sur notre territoire en Ile-de-France, pour faire en sorte de relocaliser quelque part un petit peu la production? Le groupe chinois Eurasia, propriétaire de la future usine, annonce la production de 500 000 masques par jour. Et vous le savez, dès le 11 mai, le port du masque sera fortement recommandé et même obligatoire dans les transports en commun. Certains aimeraient qu'il en soit de même dans la rue, mais vous êtes loin d'être tous de cet avis. Pour ou contre le port du masque dans la rue, Sébastien Ambert et Thierry Chartier vous ont posé la question. Moi, je suis pour. Parce que j'ai 61 ans, j'ai des parents de 84 ans. Je trouve que dans la rue, c'est pas la peine. Quand je sors pour n'importe quelle course, je les mets. Quand on ne s'approche pas vraiment près, je comprends pas, non. Porter un masque systématiquement à l'extérieur de la maison.
Vanina, mère de 2 enfants, s'est fixé cette règle. Et sa fille apprend même à coudre aujourd'hui pour fabriquer son propre masque. Le masque, ça nous fait penser qu'il faut faire attention. Donc du coup, j'ai préféré, moi, prendre ma responsabilité, m'en faire un. Et puis le masque a une vertu, en plus de protéger, il se voit. D'avoir quelque chose qui gêne et qui rappelle que on voit pas le virus, mais en fait il est partout. Mais il y a tout de même un problème, car se procurer un masque est toujours très difficile, voire impossible pour certains. Pour nous me protéger les autres. Et on n'a pas de gants, on n'a pas de masque, on ne trouve pas de gel hydroalcoolique non plus dans les magasins. Dans cette autre famille, on est contre le port du masque systématique et en toutes circonstances. Je sais que son efficacité est mesurée. Donc je sais que le virus s'attrape par les yeux par exemple, où je vais toucher quelque chose, ça va être sur mes doigts. Dès lors que je vais retirer le masque, si je ne me lave pas les mains automatiquement, le virus sera là quand même. Et puis Gabin, le plus jeune, qui est à l'école primaire, ne portera pas de masque, tandis que sa sœur Rose, qui est au collège, devra le porter toute la journée. Non, je m'imagine pas toute la journée avec un masque. Pourquoi ? Ça deviendrait, au bout d'un moment, ça va être un peu gênant. Pour ou contre, rappelons tout de même que le port du masque sera de toute façon obligatoire dans les transports, au collège ou au lycée. En première ligne dans la vente de masques, on l'a vu, il y a les pharmaciens. Depuis le début du confinement, leur quotidien est loin d'être simple. Entre application des gestes barrières et accompagnement d'une clientèle angoissée, comment vivent-ils cette période? Reportage dans une officine de Saint-Denis. Sylvain Milenvoix, Christophe Moutot. Donc le gel, à chaque fois, vous lavez bien les mains et entre les doigts également. Voilà son quotidien. Vous lavez comme ceci. Des suggestions. En 450 ml. Des conseils. C'est très bien, comme ça, quand vous l'utilisez, 4-5 heures, vous lavez. De l'humain. Vous avez tout pigé. Cela fait plus de 15 ans que ce pharmacien prend soin des habitants de Saint-Denis. Mais pendant le confinement, il a vu ses clients changer. On a eu 15 jours où les gens venaient très stressés, très angoissés et le confinement jouait à plein dans leur stress et ils n'en pouvaient plus. Devant sa pharmacie, installée dans un quartier populaire, une file d'attente interminable pour un supermarché. Mais je vais vous montrer où est-ce qu'elle se termine. Plus de 200 mètres de queue, sans que la distanciation ou les gestes barrières ne soient toujours respectés. Alors dans sa pharmacie, Michael a limité le nombre de personnes, installé des parois de plexiglas et lancé un protocole de nettoyage pour protéger son équipe et ses clients. En général, on fait ça toutes les 2-3 heures. Nettoyage régulier, on essaye de mettre un petit coup partout. Un geste qui compte. Oui, ils sont plus investis, beaucoup plus investis, ils font plus attention et même à nous. Là, vraiment, on est dans des situations où on est obligé de faire très attention à soi-même et bien sûr aux autres. Et eux, ils le font très bien aussi. Michael emploie une vingtaine de personnes dans son officine. Tout ça font partie de nos guerriers qui ont été là depuis 2 mois et demi non-stop et dont une partie ont été aussi touchés par le Covid. Comme Alicia, revenue au contact de la clientèle après sa quarantaine. Il y a des clients sympas, il y a des clients relous. Voilà, après, on les comprend parce que aussi... Et aussi, ils comprennent pas, voilà, comme ça. Un éclat de voix, un seul. Mais voici le mot que nous avons le plus souvent entendu ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Avec les masques, c'est l'autre incontournable du déconfinement, les tests. Il en existe 2 types. Les tests dans le nez qui permettent de savoir si vous êtes actuellement malade et les tests sanguins qui permettent de savoir si vous avez été malade. Mais est-ce que le fait d'avoir attrapé le virus une fois vous met à l'abri de l'attraper une deuxième fois? La Haute Autorité de Santé vient d'émettre un avis à ce sujet. Julien Roux, Vincent Plévin, Frédéric Mignard. C'est le grand jour du dépistage pour ces éboueurs de Seine-Saint-Denis. Tous sont volontaires pour se faire tester gratuitement et savoir s'ils ont eu ou non le coronavirus. Ali, équipier de collecte, est inquiet. Comme je sors, je travaille tous les jours, je fréquente pas mal de gens. J'ai peur, quoi. Alors pour lever le doute, son employeur lui propose de passer non pas 1, mais 2 tests. D'abord, ce prélèvement dans le nez. Il permet de savoir si le virus est présent dans le corps au moment du dépistage. Puis un test sérologique, une prise de sang pour détecter les anticorps. Il peut dire si on a déjà été infecté par le virus, même sans avoir développé de symptômes particuliers. Les résultats sont disponibles en 48 heures. Chaque salarié les recevront individuellement et l'entreprise, bien sûr, n'est pas informée des résultats. Veolia a décidé de tester ses 50 000 salariés en France.
Mais la Haute Autorité de Santé a émis aujourd'hui un avis négatif sur l'utilisation des tests sérologiques dans les entreprises et pour le grand public. Aujourd'hui, même s'ils ont des anticorps que l'on peut détecter par ces tests, nous ne sommes pas capables de leur dire si cela les protège. Car ils pourraient induire en erreur les personnes testées. Ce n'est pas parce qu'on a développé des anticorps contre le coronavirus qu'on est forcément immunisé. À l'heure actuelle, ces tests n'ont donc pas d'utilité individuelle. Mais ils peuvent être très utiles collectivement. Ils servent à suivre l'épidémie à grande échelle. Un test sérologique, il révèle un passé seulement. J'ai rencontré le virus et quelques semaines après, j'ai développé mon anticorps. C'est pourquoi, pour la Haute Autorité de Santé, il est primordial que ces tests ne soient utilisés qu'à des fins médicales, pour confirmer un diagnostic. Et le docteur Gérald Kierzek nous a rejoint. Bonsoir Gérald. Bonsoir Audrey. Alors on l'a vu, on se pose maintenant beaucoup de questions autour des tests. Alors dans quelles conditions les tests peuvent-ils vraiment être utiles? Alors, on l'a vu, ils sont fiables, mais leur utilisation doit être très encadrée et très ciblée, tout simplement pour ne pas donner une fausse sécurité en disant vous êtes positif et vous êtes couvert, vous êtes protégé, ce qui serait complètement faux. Donc il y a 3 utilisations qui sont rappelées. La première utilisation, c'est un diagnostic de rattrapage. Vous avez des symptômes et ces symptômes, vous avez un test virologique par le nez qui est négatif. Il faut essayer qu'on rattrape le diagnostic et là, la sérologie peut être utile. Deuxièmement, les personnels soignants, ça peut être extrêmement intéressant ou si vous êtes personnel d'un établissement qui accueille beaucoup de monde parce que l'objectif, c'est d'éviter d'être contaminant. Et puis, troisième indication, et ça a été dit dans le reportage, les études épidémiologiques. Mais en tout cas, il faut à tout prix éviter en population générale des tests qui donneraient une fausse sécurité et qui entraîneraient, par exemple, un relâchement des gestes barrières. Et c'est à tout prix ce qu'il faut éviter. Donc, il n'y a pas de certificat d'immunité, test positif ou test négatif. Merci beaucoup Gérald pour cet éclairage. Et faisons le point sur l'épidémie. Il y a finalement un changement sur la carte de déconfinement. Les 6 départements de la région PACA, regardez, passent du orange au vert et cette carte change chaque jour. La Direction générale de la santé a également publié le bilan quotidien. À ce jour, le virus a causé la mort de 24 760 personnes en France, 166 décès supplémentaires en 24 heures. Au regard de ces chiffres, où en sont les traitements? Ce sera l'objet de l'émission LCI samedi soir présentée par Damien Givlet. Rendez-vous à 22h sur LCI, canal 26. Dans tous les hôpitaux de France, les médecins, infirmiers et aides-soignants sont en première ligne face à l'épidémie. Mais derrière eux, moins visible encore, il y a celles et ceux qui décontaminent le linge, qui nettoient les poignées de porte, qui distribuent les masques et qui les jettent. Au CHU de Nîmes, Élise Stern et Noélie Claire aux côtés de ces héros invisibles. Il y a ces héros, applaudis chaque soir à 20h. Mais dans les coulisses de l'hôpital, femmes et hommes de l'ombre s'activent. Les agents d'entretien, les blanchisseurs, les logisticiens. Nous, quand ils remercient les agents hospitaliers, on se sent concerné car on est agent hospitalier. On est une chaîne essentielle et on contribue aussi au service de soins. Ces blouses blanches ne soignent pas, elles nettoient. Il ne faut rien oublier. Le sol, les rampes, les boutons d'ascenseur, des gestes rigoureux, un travail accompli avec minutie. Il est 2 fois plus important qu'en temps normal. On double, on triple même. On essaye de faire le plus de fois les points de contact. On désinfecte tout au maximum. En 15 ans de métier, jamais Rita Léon n'a été aussi impliquée dans la lutte contre la maladie. J'ai tenu à être là. Il faut être là, quoi. Il faut être sur le terrain. Et je vais dire, même s'il y a des mois à passer, on passera des mois. Mais oui, je me sens concernée par ce qui se passe aujourd'hui, oui. 7000 salariés travaillent au CHU de Nîmes. Certains services sont fermés. D'autres se sont réorganisés comme la blanchisserie, qui peut désormais compter sur l'entraide. Je pense qu'on reste invisible quand même. Mais là, c'est bien parce qu'on a des renforts de plusieurs secteurs. Donc ils voient que c'est pas facile et que c'est du travail. Cet ergothérapeute vient de passer 1 semaine à trier le linge. On est finalement content d'être aussi passé par là pour se rendre compte de la charge de travail et de l'importance que ça a pour nous après derrière dans nos services respectifs. Au sein même de l'hôpital, ces métiers de l'ombre gagnent en visibilité. Depuis le début de l'épidémie, par mesure de sécurité, les logisticiens distribuent en main propre aux soignants les précieux masques dans chaque service. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est la livraison. Merci. Le patient a besoin de tous les corps de métier, pas que du soignant. Il y a toute une logistique derrière qui est des fois bien plus grosse que les soignants. Et au bout de la chaîne,
Les déchets, la surconsommation d'équipements jetables pour s'occuper des malades du coronavirus entraînent une surcharge de travail pour Eric et ses collègues. Il y a des déchets d'activité de soins à risque infectieux qu'on traite assez régulièrement. Les rotations sont beaucoup plus importantes. Il est midi. Depuis 1 mois et demi, c'est l'heure pour le personnel administratif de s'improviser livreur pour la distribution des dons du jour. Là, je continue à faire mon boulot quotidien, mais en plus de ça, c'est rajouter les dons. On se sent quand même utile. Ce petit bonheur de la journée, en ce moment, on les voit plus souvent. Avec cette crise, les invisibles de l'hôpital, ces métiers souvent peu reconnus, sont plus que jamais essentiels pour les soignants et les patients. À la une également, l'état d'urgence sanitaire prolongé jusqu'au 24 juillet. Décision actée aujourd'hui en Conseil des ministres. Parmi les mesures annoncées, la quarantaine et l'isolement imposés à toute personne entrant sur le territoire français. Par ailleurs, les agents des transports pourront à partir du 11 mai verbaliser les usagers qui ne portent pas de masque. Le gouvernement a aussi planché sur un autre point, la création d'un fichier des personnes contaminées et de celles qui ont été en contact avec elles. Un point qui fait particulièrement débat. Thibaut Malandrin, David Bordier. Ce n'est pas un, mais 2 fichiers que le gouvernement souhaite créer. Le premier recenserait les personnes infectées par le virus. Il serait notamment alimenté par les laboratoires qui ont réalisé les tests. En plus de l'identité, ce fichier conserverait les données médicales, les résultats des tests, les traitements suivis ou encore les mesures d'accompagnement dont a bénéficié le malade. La population française y est plus ou moins prête. Tout ce qui peut donner des informations pour limiter la pandémie, moi je suis pour. Tant que ça permet de lutter efficacement, pourquoi pas. Ensuite, moi la question que je me pose plus, c'est sur la sécurité de ces données. Il ne sera consultable que par les professionnels de santé, suffisamment inquiétant pour les défenseurs des libertés individuelles. Par définition, un fichier a vocation à être alimenté et à être consulté. Qui sont ces professionnels de santé? C'est évidemment votre médecin, mais c'est également le médecin de qui a besoin de connaître votre état de santé, c'est-à-dire votre banquier, votre assureur, votre patron. Le deuxième fichier viserait à recenser les personnes ayant été en contact avec un porteur du virus. Ce traçage serait effectué par le médecin ou un personnel hospitalier pour l'entourage proche du malade, par l'assurance maladie pour l'entourage plus large et par l'agence régionale de santé pour déterminer l'ensemble d'une chaîne de transmission. Des données sensibles partagées par de nombreuses personnes. À partir du moment où on est sur un traitement national, accessible manifestement par des administrations différentes, il faut se méfier de ce qu'on appelle le risque de détournement de finalité, c'est-à-dire que une fois que ces données seront accessibles, on n'en fasse pas n'importe quoi et qu'on n'en fasse pas autre chose que ce qui a été prévu au départ. Le projet sera donc soumis à un avis de la Commission de l'informatique et des libertés, la CNIL. L'enjeu du déconfinement, vous le savez, c'est le respect des gestes barrières et de la fameuse distanciation. La Belgique teste un nouvel outil pour limiter les rapprochements à 2 mètres, le bracelet électronique. Et figurez-vous que la France est très intéressée. Au port d'Anvers, François-Xavier Ménage, Clément Biet. Quand ces 2 collègues s'approchent à 2 mètres l'un de l'autre, immédiatement ce bracelet clignote et émet une vibration. So it starts vibrating? Oui, ça se met à vibrer et ça s'accentue quand je m'approche. Ah oui, vous pouvez pas le louper. Ah non, ça c'est impossible. Dans les jours qui viennent, ce système va équiper des dizaines de salariés dans le port d'Anvers. Alors que 500 entreprises dans le monde se disent déjà intéressées, dont de nombreuses Françaises qui veulent acheter ce bracelet. Le prix va typiquement varier entre 120 et 200 euros. Dans un premier temps, les volumes seront limités, mais on veut arriver à quelques milliers d'exemplaires le plus vite possible et arriver à 25 000 exemplaires le plus vite possible. Le bracelet a été conçu par cette start-up. Pas besoin d'internet, il fonctionne partout grâce à des ondes radio. Pour le port d'Anvers, la priorité aujourd'hui, c'est d'équiper un maximum de salariés avec ces bracelets. Et cela pour redémarrer l'économie de ce port, l'un des plus importants d'Europe. 60 000 salariés travaillent ici, beaucoup d'interactions, télétravail impossible. Alors des bracelets, c'est peut-être la solution pour lutter contre le virus sans perdre en efficacité. Au niveau du travail, effectivement, les gens sont concentrés sur leur travail et n'ont pas toujours le réflexe. Et ça, c'est le projet des bracelets que nous avons instauré dans le port qui va aider les gens à maintenir cette distance d'1,5 mètre.
À Anvers, les bracelets pourraient bientôt s'imposer. En France, ils intéressent particulièrement les secteurs du bâtiment et de l'industrie. On vient de le voir, la distanciation est l'un des gestes barrières. Au début de l'épidémie, l'OMS recommandait de maintenir au moins une distance d'1 mètre entre deux personnes. Depuis, les gouvernements s'appliquent leurs propres règles et la distance varie d'un pays à l'autre. Bonsoir Samira. Bonsoir Audrey. Alors d'abord, voyons ensemble ce que disent les chiffres officiels. La France, on le sait, applique la recommandation d'1 mètre. Nous suivons donc strictement les conseils de l'OMS, pas plus, pas moins. Chez nos voisins belges et allemands, c'est 1,5 mètre, alors que les autorités américaines, elles, recommandent de se tenir à 2 mètres les uns des autres. Les Américains estiment en fait que c'est la distance parcourue par les gouttelettes que nous projetons lorsque nous toussons ou que nous éternions. Alors, à quelle distance sommes-nous réellement protégés ? Eh bien, la question n'est pas tranchée parce qu'elle est très complexe, Audrey. Les scientifiques continuent d'y travailler, mais les dernières études publiées suggèrent plutôt des distances longues, 1,50 mètre minimum et 2 mètres si possible. Regardez avec moi cette modélisation. Elle prend en compte le trajet des gouttelettes, ici à 1 mètre, ensuite à 2 mètres, et on voit bien qu'à 2 mètres, même les gouttelettes les plus fines ont plus de difficultés à nous atteindre. Mais là, nous parlons de personnes immobiles, dans un environnement calme. Forcément, il faudra ajuster cette distance en présence de vent ou d'un ventilateur, ou si les gens sont en mouvement, par exemple. Dans le doute, la règle, c'est plus on est loin, mieux c'est. Oui, alors pourquoi avoir autant de mal à s'accorder sur une seule distance ? 2 raisons. La première, de nombreuses questions demeurent sans réponse. Quelle est la quantité de virus contenu dans les gouttelettes, par exemple ? Et ça, nous ne le savons pas aujourd'hui. Et puis, il y a tellement de situations différentes, Audrey, qu'il est difficile d'éditer une seule règle. Dans les transports, par exemple, on ne maîtrise pas la distance, surtout aux heures de pointe, d'où l'importance de porter un masque systématiquement, quelle que soit la situation. Merci beaucoup, Samira. Alors justement, regardons comment la SNCF se prépare à mettre en place ces règles, notamment dans les trains. Reportage Gare de Lyon, où 130 millions de personnes transitent chaque année. Johan Elgen, Marinder. Depuis 1 mois et demi, cet agent SNCF arrive au travail dans une gare quasiment vide. En temps normal, plus de 100 TGV partent d'ici tous les jours. Aujourd'hui, seulement 5. C'est pas normal, là. Une gare, c'est plein d'effervescence, c'est plein d'émotions, c'est des gens qui se rencontrent, qui sont contents de se retrouver. On est un peu triste de voir ce niveau d'activité au sein de la gare. Le retour à la normale tant attendu s'annonce très progressif. Mais d'ores et déjà, les équipes de la gare expérimentent tous les dispositifs mis en place pour le 11 mai. Comme ces nouveaux marquages au sol, devant les portes d'embarquement. Donc lorsque les clients embarquent, ils doivent respecter et se mettre un peu dans ces cases-là pour avoir eux-mêmes une distance de sécurité. Et attention à bien les respecter. Il est nécessaire de laisser une distance minimale de 1 mètre entre vous. Les agents aussi gardent leur distance avec les clients. Mais qu'en sera-t-il lorsque l'affluence sera plus importante ? Là, il y a 130 clients. D'habitude, c'est des trains qui sont à 500 voire 1000 clients. Donc on ne peut pas comparer ce qu'on fait aujourd'hui là à ce qu'on va devoir faire demain. Une incertitude aussi sur le temps qu'il faudra pour embarquer. Vous avez une pièce d'identité ? Oui. Car pour les trajets longue distance, les contrôles de police vont se poursuivre. Seuls ceux qui travaillent ou ont un motif d'urgence pourront voyager jusqu'à nouvel ordre. À bord, la SNCF ne vendra à l'avenir qu'une place sur 2. Pour respecter les contraintes sanitaires, il y a un peu une obligation. S'il y a quelqu'un à côté de moi, je ne me sentirai pas en sécurité. C'est une très bonne mesure, bien sûr. Il faut faire très attention, on le sait tous. La compagnie ferroviaire ne s'arrête pas là. Elle prévoit aussi de doubler la plupart de ses TGV. Et pour pouvoir encore accentuer justement l'espacement entre chaque client, on a ouvert une 2e rame. On va éparpiller les clients qui sont à la base prévus sur une rame, sur 2 rames. Des décisions coûteuses pour la SNCF, puisqu'un trajet n'est rentable que si le train est rempli à plus de 60%. La SNCF, durement touchée d'ailleurs par cette crise sanitaire et économique, son président Jean-Pierre Farandou a annoncé ce matin un manque à gagner de 2 milliards d'euros qui s'ajoute aux milliards déjà perdus au moment des grèves. Il demande l'aide de l'État et n'exclut pas des suppressions de postes. Cela fait donc 47 jours que nous sommes confinés, de quoi nous laisser le temps de faire du tri et donc d'avoir beaucoup de choses à jeter. Les déchetteries ont le droit de rouvrir et vous allez le voir, elles sont prises d'assaut. Johan Ovin et Dominique Paris. Allez, hop. Comme s'ils se libéraient d'un poids.
Garage très encombré, on a bien travaillé, on est content de venir mettre tout à la déchetterie. Après, ça sera fini, je serai tranquille, je serai content. On s'attendait à avoir beaucoup de déchets verts, ce qu'on a, mais on a énormément d'encombrants. Donc c'est un tout, c'est un fourre-tout. En ce jour de réouverture à Vigny, exclusivement des particuliers, pas d'artisans. Ils sont 3 fois plus nombreux qu'un samedi avant le confinement. Mon collègue, il va vous placer au déchet vert, l'avant-dernière benne. Jusqu'à 3 heures d'attente sur cette route, devenue un sens unique pour l'occasion. On ne peut pas stocker ça indéfiniment dans la cour ou dans le hangar, donc il y a un moment où il faut faire de la place, quoi. C'est ma femme qui m'a dit rentre, fais demi-tour. Je lui ai dit non, c'est pas possible, la voiture est trop pleine. Par précaution et manque de personnel, les déchetteries étaient à l'arrêt. On n'avait aucune certitude. Donc si vous sortiez, ça ne faisait pas partie des autorisations sur l'attestation dérogatoire. En accord avec le préfet du Val d'Oise, le responsable du site a décidé de rouvrir, mais en alternance avec 2 autres déchetteries du secteur. Une activité encore en ralenti, mais nécessaire. Il était temps parce que certaines personnes, les déchetteries étaient fermées. Ils n'hésitent pas à aller jeter ça, comme ça, au bord d'un chemin, au bord d'une route. Des dépôts sauvages, comme ici, vers Cergy-Pontoise aussi. Progressivement, les sites rouvrent, mais sans directive nationale, difficile de savoir précisément. Ce résident s'est fait piéger. Il y a un groupe sur Facebook qui est marqué que c'est ouvert, mais là, c'est pas la bonne info en fait. Dans les prochains jours, la plupart des déchetteries françaises seront de nouveau ouvertes. Mais attention, pas encore aux mêmes horaires qu'avant. Et tous les types de déchets ne seront pas forcément acceptés. Et tout le week-end, nous vous montrons comment s'organisent nos voisins. Ce soir, partons en Italie. C'est ici qu'en Europe, tout a commencé avec plus de 28 000 morts. L'Italie est le pays le plus touché du continent. Le déconfinement doit commencer lundi, mais il sera très parcimonieux pour éviter toute nouvelle vague qui surchargerait à nouveau les hôpitaux. Reportage de nos envoyés spéciaux, David Derrojo, Lorenza Penza. On avait pris l'habitude de flâner partout, même en plein quartier d'affaires de Milan. Mais lundi, des centaines de salariés en costume seront de retour. Rien ne sera plus comme avant. On marchera en gardant nos distances. On se regardera bizarrement, avec une certaine défiance. La reprise sera possible dans plusieurs secteurs, les services, le bâtiment ou encore l'industrie. Cette fabrique de tissus s'apprête à relancer les machines après 2 mois d'arrêt, mais avec des précautions strictes. On donne à tout le monde une montre connectée qui sonne dès qu'on ne respecte plus les distances. Et bien sûr, 2 masques par personne et 2 paires de gants par jour. Masque obligatoire au travail et dans les transports. Les consignes s'affichent partout dans le métro de Milan. Déconfinement prudent, mais voici tout de même quelques plaisirs simples que retrouveront enfin les Italiens. Aller se balader dans le parc en fait, parce que je suis habitué à aller tous les jours dans le parc et ça me manque énormément. Se retrouver avec la famille, ce sera l'une des possibilités quand on pourra se déplacer. Franck, tu peux couper les fromages ? Et puis, comment parler de l'Italie sans évoquer sa gastronomie ? Les restaurants ne rouvriront pas tout de suite, mais pourront proposer des plats à emporter. Ça permettra au moins de payer le loyer du restaurant. C'est fondamental pour aller de l'avant et survivre. Ce soir, les règles de déplacement au sein d'une même région ont été quelque peu assouplies, mais il faudra continuer de les justifier à l'aide d'une attestation. David Derrojo, que l'on retrouve à Milan. Bonsoir David. En Italie, les autorités régionales ont une marge de manœuvre beaucoup plus grande qu'en France pour mettre en œuvre le déconfinement. C'est vrai, et un exemple suffit à le prouver. Nous sommes ce soir dans l'un des quartiers habituellement les plus animés de Milan. Derrière moi, les bars et les restaurants habituellement bondés seront fermés au moins jusqu'au mois de juin prochain. Toute autre ambiance au sud du pays, feu vert en Calabre par exemple pour l'ouverture des restaurants, et en fonction des régions, eh bien, vous pourrez rejoindre votre résidence secondaire, marcher sur la plage, faire de l'équitation. Bref, les pouvoirs locaux, vous l'avez dit, tentent de reprendre la main pour éviter de sombrer économiquement. Et ne leur parlez surtout pas d'une éventuelle aide financière de l'Union européenne. Plus personne ici n'y croit. Un sondage le montre bien d'ailleurs, 1 Italien sur 2 se dit prêt à quitter tout simplement l'Union européenne à la fin de cette crise du coronavirus. Merci beaucoup David. Alors le confinement a entraîné une baisse sans précédent de la pollution de l'air. D'après des chercheurs, 11 000 décès auraient même été évités en Europe depuis plusieurs semaines à la faveur de l'arrêt de nos déplacements et de la réduction de nos activités. La nature se réapproprie certains lieux. Les oiseaux, par exemple, revivent.
Yann Ovine, Christophe Niolac ont tendu l'oreille. Ils animent nos centres-villes, égayent nos rues désertes. Les oiseaux s'invitent là où on ne les attend pas. Certains s'y rarent. Depuis le confinement, certains cyprès aussi s'approchent par exemple de cette maison de Vers-sur-Marne. Là, on est quand même en pleine ville, en pleine banlieue parisienne. C'est un peu comme si on vivait à la campagne. Entre deux parties de cartes, C'est bizarre, on les voit là-bas, tu vois. ce père de famille transmet sa passion pour l'ornithologie à sa femme et son fils. Il y a vraiment des espèces que je pensais vraiment jamais voir déjà ailleurs et surtout pas dans mon petit jardin. Donc, comme le balbuzard pêcheur, c'est quand même un oiseau migrateur. Il faut avoir quand même la chance d'être là au bon moment et au bon endroit. Un chardonneret élégant, une mésange bleue. Grégory a comptabilisé une 60aine d'espèces différentes qu'il répertorie chaque jour sur ce site, confiné mais aux aguets. Ils participent, comme 15 000 nouveaux membres depuis leur balcon ou leur jardin, à une vaste opération de comptage mise en place par la Ligue de protection des oiseaux. Je ne pense pas qu'on va avoir plus d'espèces, notablement plus d'espèces que d'habitude. La question est de savoir c'est s'il y en a qui vont rester de celles qui normalement ne faisaient que passer. S'installeront-elles plus longtemps, comme dans les réserves naturelles? Voilà, donc bienvenue à la réserve régionale du Grand Voyeux. Un peu privilégié de fait. Oui, tout à fait. Le site est évidemment fermé aux visiteurs. Nous sommes en Seine-et-Marne. Ici, entre les plans d'eau et les roseaux, 225 espèces ont été observées. Mais depuis un mois et demi, pas de découverte pour Jean Delannoy et son équipe. Enfin presque. Oh, si on peut s'arrêter une seconde, j'ai une tortue juste là. Rare, si proche du sentier. C'est inhabituel, oui. Les oiseaux sont moins craintifs aussi, même dans cette période de reproduction. L'après 11 mai leur sera a priori moins favorable. On a quelques espèces qui vont nicher un peu plus proche des chemins. Peut-être que ces espèces-là, au moment du déconfinement, vont être un peu plus perturbées. Les Français seront peut-être plus vigilants, car ils sont nombreux à s'intéresser aux oiseaux pendant le confinement. À suivre à distance les observations de Jean-Louis Lovisa depuis cette cachette dans son jardin. Ce paysagiste n'a jamais eu autant de visites sur sa page Facebook. J'ai d'ailleurs fait une vidéo de 2 chardonnerets en train de manger des pissenlits qui a fait 1,5 million de vues. C'est de ça que les gens ont envie, c'est de retrouver un peu de nature. Il nous reste une dizaine de jours pour les écouter, les observer. Bientôt, l'activité humaine va reprendre. Avec elle, des oiseaux contraints de s'en aller. C'est l'une des multiples inconnues qui nous préoccupent. À quoi ressembleront nos vacances d'été? Nous devrons très certainement les passer en France. Alors tout le week-end, nous vous donnons des idées d'évasion sans changer de pays. Après le Cotentin, nouvelle étape dans la France secrète du Var, avec Vincent Capu et Didier Laborde. Et si c'était elle, la route de vos vacances? Empruntez un itinéraire moins touristique pour découvrir ce joyau vert émeraude, le lac de Saint-Cassien. Un plan d'eau de 420 hectares où il est facile de trouver des petits coins tranquilles en suivant les sentiers à travers les cistes et les lavandes papillons. Dès qu'on s'éloigne un petit peu de l'axe principal, il y a ce chemin qui court et qui permet de s'installer au gré de ses envies. C'est une multitude en fait de criques. La douceur de vivre de la Provence commence vraiment à s'exprimer dès ici. Depuis 13 ans, Fabrice Doumergue sillonne la région pour le guide du routard. Il nous emmène dans la réserve biologique de Fond-du-Rad. C'est une réserve qui est dédiée plutôt aux oiseaux et protégée, donc permet aux oiseaux de venir nicher, de vivre normalement sans être perturbés par l'homme. Nous aurons même la chance d'observer une cistude d'Europe, la tortue aquatique qui peuple la réserve, juste avant de repartir en direction de Seillan, à 15 km du lac. La route traverse les vignes, les champs d'oliviers. Classé parmi les plus beaux villages de France, Seillan, c'est la Provence authentique. Julie et Nicolas tombent sous le charme il y a 15 ans. Ils s'y installent et reprennent cet hôtel. La particularité à Seillan, c'est qu'on n'est pas lié à un réseau national, donc c'est l'eau du village, donc on a des fontainiers. Donc elle est potable, donc c'est pour ça que vous avez des bouteilles. Comme ça on peut boire directement à la fontaine. Le champ des fontaines, une place ombragée. Ici, la douceur de vivre prend tout son sens. Si proche et si loin à la fois de l'agitation de la Côte d'Azur. La fontaine, les platanes centenaires, la porte Sarrazine, un village magnifique. Voilà, c'est très agréable, c'est très reposant. Vous en partiriez de cet endroit, vous? Non, jamais. Dans cette région,
Le dépaysement est parfois à portée de main. Notre guide, dénicheur de bons plans, va nous faire découvrir un lieu insolite. Une forêt de bambous de 2 hectares, un jardin extraordinaire façonné par l'homme depuis 30 ans, qui compte 90 espèces de cette plante exotique. On a franchi le portail et on est arrivé dans un autre monde. Là, c'est l'Asie, évidemment, ou bien c'est Marrakech éventuellement avec le jardin Majorelle. Mais c'est l'Asie, on a l'impression qu'on a fait un saut, on voit des Bouddhas. Le Var côté nature révèle des richesses insoupçonnées. Une invitation au voyage, sans partir au bout du monde. Partons maintenant à la découverte d'un lieu confiné 365 jours par an, un ensemble d'îles perdues dans le sud de l'océan Indien. Un bout de France classé au patrimoine de l'UNESCO pour la richesse de sa faune, ses manchots ou ses phoques. Les terres australes abritent aussi plusieurs stations scientifiques. Un grand voyage autour des îles Saint-Paul et Amsterdam signé Michel Izard, Bertrand Lachat, Thierry Juppé. Et si nous prenions, avec les otaries et les éléphants de mer, une profonde respiration pour traverser d'un trait 20 000 lieues et rejoindre la route des baleines dans les mers du Sud? Et si nous allions nous déconfiner sur le Marion Dufresne, qui ravitaille 4 fois par an les terres australes, une des rares régions où le coronavirus ne sévit pas? On est parti en route au 030. C'est tout petit là, c'est vraiment perdu. C'est vraiment un caillou au milieu de nulle part. Ouais. Au point du jour, nous arrivons sur un des lieux les plus petits, les plus isolés et les plus étranges de la République française. Orange. La préfète des terres australes et antarctiques françaises et le commandant du Marion Dufresne montent dans l'annexe pour une visite à Saint-Paul. L'île semble tout droit sortie d'un roman de Jules Verne. À peine 8 km². C'est un volcan effondré sur lui-même, ouvert à l'est, avec des falaises de 200 mètres de hauteur, dont le cratère est devenu un lagon, où la mer entre par une passe. Ouais, on est rentré dans le cratère. C'est dans le cratère, ok. À l'intérieur, il y a une sorte de quiétude, quoi. On est à l'abri de tout, c'est très fermé et on se sent tout petit au milieu. Regardez, il y a des otaries partout maintenant. Ici, il n'y a pas de présence permanente. Juste un petit bâtiment qui abrite des missions ponctuelles. Et là, on voit aussi encore des restes de ferraille, de tonneaux et autres. Ce sont les vestiges d'une terrible histoire. En 1930, une conserverie de langoustes a été installée sur Saint-Paul. À la fin de la saison, les 7 personnes qui étaient restées pour le gardiennage de l'usine ont été abandonnées pendant 9 mois, sans ravitaillement. 3 seulement ont survécu. Le sort des oubliés de Saint-Paul hante toujours les lieux. Aujourd'hui, les principaux habitants sont les gorfous sauteurs, ces petits manchots aux sourcils en broussailles dorées qui nichent sur les rochers. La colonie se porte bien, les naissances sont en augmentation. L'objectif prioritaire est désormais la préservation du milieu naturel. Toute activité humaine est interdite. Sauf exception. Et ça prend tout son sens parce que ça permet à la nature de se régénérer et aux espèces de retrouver, peut-être pas leur état initial, mais en tout cas un état où elles ne sont absolument pas dérangées. Mais Saint-Paul est aussi le théâtre d'une autre histoire, exemplaire celle-là. L'île était infestée par des milliers de rats arrivés sur les bateaux avec les hommes. Des populations entières d'oiseaux avaient disparu. À l'entrée du cratère, ce rocher qu'on appelle la quille, un peu à l'écart, a joué le rôle de refuge. Pour le biologiste Charles-André Bost, c'est le symbole d'une reconquête. La roche-quille a permis la préservation d'une population unique au monde, d'un petit oiseau marin, le prion de McGillivray, qui n'avait plus de place sur Saint-Paul à cause de la présence des rats. Ils avaient été complètement exterminés de Saint-Paul. Après l'éradication des rats, réussie, donc au milieu des années 90, les petits oiseaux marins ont réussi à recoloniser Saint-Paul. C'est un message d'espoir.
Le Marion Dufresne remonte maintenant plein nord, 4 heures de navigation vers l'île d'Amsterdam. Elle a été vue pour la première fois en 1522 par un compagnon de Magellan, au retour du premier tour du monde. Aujourd'hui, ce sont de jeunes volontaires en service civique participant à des programmes scientifiques qui vont la redécouvrir. On voit l'île arriver avec le bateau qui tangue, c'est génial, quoi. 55 km², battus par les vents. La station Martin de Viviès a été fondée en 1949. L'équipe qui vient d'y séjourner 1 an attend la relève, la 71e mission à Amsterdam. Au moment de notre passage, la bise était encore de saison. Durant l'hiver austral, une vingtaine de personnes vont rester totalement isolées, au grand air. Le premier sujet de recherche est juste à côté de la base. Depuis 30 ans, cette colonie d'otaries est suivie dans le cadre d'un programme de l'Institut polaire et du CNRS de Chizé. On étudie l'incidence des changements climatiques sur ces mammifères marins qui ont une manière toute personnelle de faire respecter la distanciation sociale. Jérémy de Chartres, pendant son séjour de 14 mois, est venu presque tous les jours rendre visite aux otaries. J'ai passé 170 jours ici, je me suis pas fait mordre, ça devrait aller. C'est un contact qu'en métropole on a complètement perdu, d'avoir des animaux sauvages qui sont pas du tout craintifs. Ça c'est agréable et vraiment appréciable de pouvoir travailler sur des animaux qui n'ont pas peur de nous. Et ouais, c'est extraordinaire de pouvoir avoir un bureau comme ça. Ouais. Jusqu'à la fin du 19e siècle, les otaries ont été chassées et massacrées pour leur fourrure. Elles ont failli disparaître de l'île d'Amsterdam. Aujourd'hui, la colonie a repris du poil de la bête. Nous arrivons en pleine période des naissances. Il y a maintenant plus de 60 000 otaries qui vivent au pied de la station française, en toute sérénité. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, sur TF1, la météo de Tatiana Silva. Puis vous avez rendez-vous avec les Enfoirés qui vous font redécouvrir leur show de 2017. Allez, pour vous mettre en jambes, on se quitte sur des images venant d'Allemagne où une discothèque a organisé en soirée, en mode confiné, plusieurs centaines de fêtards réunis sur le parking dans leur voiture. Bonne soirée à tous. À demain.